Il aurait abattu toute la famille. Les enquêteurs tiennent peut-être une piste dans l'affaire du tueur des Ardennes. Leurs parents et ce meurtre passionne les Américains depuis plus de 30 ans. On va donc très largement s'arrêter sur cette double attaque meurtrière survenue. Le principal suspect a avoué avoir tué seul le couple et ses 3 enfants. C'est un procès exceptionnel qui s'est ouvert ce matin. Il est même probable, il est même possible que finalement il avait des intentions et que c'est pu complètement déraper. Les tueurs en série. Un sujet qu'on n'a pas si souvent abordé sur la chaîne. Mais ce soir, on va s'attaquer à 3 histoires vraiment terrifiantes sur des criminels qui ont marqué l'histoire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, petit rappel. Un tueur en série, c'est une personne qui commet plusieurs meurtres, généralement avec un certain schéma ou rituel. Leur motivation peut être psychologique, émotionnelle, voire complètement irrationnelle. Et vous allez le voir, les 3 histoires qu'on a sélectionnées pour vous ce soir sont tout simplement glaçantes et bien différentes de ce qu'on a pu raconter sur la chaîne jusqu'ici. On attend vos réactions en commentaire, vraiment on est curieux de savoir ce que vous en pensez. Si vous kiffez le concept et que vous voulez d'autres épisodes du genre, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça nous ferait grave plaisir et vous ne manquerez de rien des prochains contenus. Vous avez tous nos réseaux affichés à l'écran, donc n'hésitez pas à nous suivre partout. Et allez, fini le blabla, plongeons sans plus tarder dans la première histoire. Très bien la commu, asseyez-vous confortablement ce soir parce que l'histoire d'Eric et Lyle Menendez est vraiment un plongeon dans l'expression une tête d'ange dans un corps de diable. On est en plein dans les années 80 dans l'un des quartiers les plus riches et glamour des États-Unis, j'ai nommé Beverly Hills. Vous devez certainement connaître, mais imaginez des villas de plusieurs millions de dollars, des piscines plus grandes que ton appart, des voitures de luxe garées dans les allées, bref, tout ce qu'on peut imaginer du rêve américain. Mais version haute couture quand même. Et au milieu de ce décor incroyable, il y a la famille Menendez. Le père José Menendez est un immigré cubain qui a fui le régime de Castro avec sa famille. Né en 1944 dans une famille de haute bourgeoisie cubaine, José grandit avec une obsession dans sa tête. Réussir coûte que coûte, il est vraiment obsédé par ça. Et après s'être installé aux États-Unis, il réussit et se fait un nom dans l'industrie du divertissement. Ça réussit tellement qu'il devient même PDG de la société Live Entertainment, donc une boîte spécialisée dans la distribution de films. Tout lui sourit. José est l'incarnation même du rêve américain. Le gars est charismatique, autoritaire, sûr de lui, mais surtout exigeant. Très exigeant. En fait, rien n'est jamais assez bien pour lui. Il gère sa vie familiale comme il gère ses affaires, avec une discipline de fer et sans aucun compromis. Il est décrit comme tyrannique à la maison, un homme qui ne tolère aucun écart, aucune faiblesse, ni de la part de sa femme Kitty, ni de ses fils Lyle et Eric. Et en parlant d'elle, Kitty Menendez, donc la maman, de son côté, est plus discrète. Elle a grandi dans une famille américaine plutôt aisée, et avant de rencontrer José, elle était actrice amateur et enseignante. Mais très vite, son rôle se résume à celui de femme au foyer, vivant dans l'ombre de son mari. En plus de ça, Kitty est une femme fragile, rongée par l'alcool et la dépression, c'est assez triste. Elle oscille entre périodes de silence et violence verbale, passant un peu de la mère aimante à une figure complètement instable et déprimée. Et en vrai, faut le dire, José contrôle tout et Kitty, elle, semble perdue dans un quotidien qu'elle ne maîtrise plus. Et pourtant, même si je vous ai dit tout ça, c'est bel et bien leur relation avec leur fils qui est vraiment au cœur de l'histoire. Lyle, le plus grand des deux, né en 1968, et Eric, né en 1970, soit 2 ans après, sont élevés dans une pression constante pour être les meilleurs partout. José veut que ses fils incarnent à la perfection ce qu'il a bâti, donc une famille modèle, brillante, qui réussit. Du coup, Lyle et Eric grandissent dans ce climat où l'échec n'est clairement pas une option. S'ils réussissent, c'est à la hauteur des attentes de leur père, et s'ils échouent, la sanction est immédiate. Leurs témoignages plus tard révéleront en plus une autre face encore plus sombre de José, qu'ils accusent d'être un père qui les a abusés physiquement, psychologiquement et même sexuellement pendant des années. Selon eux, les abus auraient commencé dès leur plus jeune âge et José aurait utilisé la terreur et la menace pour les garder sous son contrôle. Et dans tout ça, apparemment Kitty était au courant de ce qui se passait, mais elle n'a jamais vraiment fait quelque chose pour les protéger, selon ses mêmes frères. Bref, c'est dans ce climat pas ouf que grandissent les frères Menendez. Lyle, le plus charismatique et sûr de lui des deux, semble tenir tête à son père, ou du moins tenter de le faire. Il est décrit comme quelqu'un de plus dominant que son frère, plus calculateur, et Eric, lui, est plus introverti, plus émotif. Il se réfugie surtout dans l'écriture, la musique et surtout le tennis, un sport dans lequel il excelle d'ailleurs et où il semble pouvoir trouver un certain échappatoire. Mais malgré cette différence de tempérament, les deux frères partagent une chose, la peur viscérale de leur père.
Et un jour, en plein cœur d'une discussion, les deux frères décident que c'est trop et préparent un plan. Et c'est ce plan qui, lorsqu'il va être révélé, va choquer l'Amérique tout entière. Le soir du 20 août 1989 est une soirée comme les autres. José et Kitty sont dans leur salon, posés devant la télé. C'est un dimanche, ils sont complètement détendus, sans savoir ce qui les attend. Parce que Lillet et Eric, eux, sont complètement nerveux. En fait, ils savent déjà ce qu'ils vont faire. Et pour cause, ils ont déjà acheté des fusils de chasse quelques jours plus tôt dans un magasin d'armes de San Diego. Le plan est tout en place, mais l'adrénaline monte. Pour eux, aucun retour en arrière n'est possible. Ils entrent sans un mot dans la pièce où leurs parents sont assis et, silencieusement, ils commencent à tirer sur eux. Lillet vise en premier sur son père, tirant à bout portant. José s'effondre immédiatement, mais les frères ne s'arrêtent pas. Ils continuent de tirer encore et encore sur lui et puis sur leur mère. Kitty, qui a tenté de fuir après les premiers coups de feu, est atteinte à son tour. Elle essaye de ramper, mais elle est abattue froidement de plusieurs balles. La scène est complètement sanglante, violente, même presque surréaliste. Attention, détail horrible, mais les frères tirent tellement de coups de feu que la tête de leur père est méconnaissable. Et rien n'est laissé au hasard. Aucune chance de survie, et pourtant, après le massacre, c'est le calme total. Ils se débarrassent de leurs vêtements tachés de sang, prennent une douche, et puis sortent de la maison pour se créer un alibi. Et pour ça, sans aucune pression, les deux frères partent au cinéma voir License to Kill, un James Bond pour ceux qui ont la ref, et puis ils mangent tranquillement des burgers au calme. Vous l'aurez compris, leur but est de donner l'impression d'un dimanche ordinaire, et le lendemain, ils appellent la police par eux-mêmes. Lillet prend la parole, hurlant au téléphone que quelqu'un est entré chez eux et a tué leurs parents. Et la police arrive sur les lieux et découvre un véritable carnage. Les corps de José et Kitty sont criblés de balles. Et au premier abord, l'hypothèse d'un cambriolage qui aurait mal tourné semble plausible. Après tout, ça se comprend qu'il ne soit pas directement soupçonné, parce que qui dans un quartier aussi sécurisé et riche aurait pu imaginer que deux fils auraient pu tuer leurs propres parents? Mais rapidement, des éléments troublants apparaissent. Parce que Eric et Lillet, au lieu de pleurer leurs parents et de rester discrets, commencent à dépenser l'héritage familial de façon vraiment abusée. Le plus grand achète une Rolex, une Porsche et puis une maison de luxe, tandis qu'Eric prend des cours de tennis privés pour des milliers de dollars. Et au final, leur comportement attire l'attention, car il n'a en fait rien de celui de jeune homme en deuil. Et c'est là que l'affaire commence à prendre une autre tournure. Les enquêteurs commencent à douter, et ce soupçon va être confirmé lorsqu'Eric, rongé par la culpabilité, va se confier à son psychologue, le docteur Jérôme Oziel. Eric lui avoue la totale, le pourquoi du comment, le plan et le fait qu'ils ont tué leurs parents. Jérôme, complètement pris de panique, va finir par révéler cette confession à sa petite amie, qui va le pousser alors à aller voir la police malgré le secret médical. Et donc Eric et Lillet sont arrêtés en mars 1990. Pendant le procès, toute l'Amérique suit l'affaire avec fascination. C'est vraiment un spectacle médiatique, une espèce de tragédie familiale exposée à la face du monde. Les frères, quant à eux, ne nient même pas avoir tué leurs parents, mais leur motif va diviser l'opinion publique parce qu'ils vont expliquer que ces meurtres étaient en fait une réponse aux abus sexuels et physiques qui leur ont été infligés par leur père José pendant des années. Ce dernier, derrière son image de père de famille exemplaire et homme d'affaires respecté, serait en réalité un tyran domestique, un prédateur qui aurait détruit ses enfants. Et Kitty, de son côté, est décrite comme complice par son silence, trop déprimée ou trop soumise pour les protéger. Et c'est là que pour le jury, tout devient complexe. Comment juger ces deux jeunes? Est-ce que ce sont des victimes ou des manipulateurs? D'un côté, il y a ceux qui les croient, qui voient dans leur acte une ultime tentative de se libérer d'un père monstrueux. Mais de l'autre côté, certains voient une simple excuse pour échapper à la justice, une espèce de manipulation visant seulement à tuer pour profiter de l'argent familial. Et finalement, en 1996, après plusieurs années de procédure, Eric et Lillet sont condamnés à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Ils passent donc des décennies dans des prisons séparées jusqu'en 2018 où ils sont finalement réunis dans le même établissement, c'est tout récent. Et aujourd'hui encore, l'affaire Menendez continue de faire parler, d'ailleurs il y a même une série Netflix qui est sortie récemment. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez sur cette histoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que derrière les grilles de la prison, les frères Menendez ont laissé l'une des histoires les plus choquantes et complexes des États-Unis. Ok, les gars, vous n'êtes pas prêts pour cette histoire de fou furieux. On est dans les années 60 en Californie, une époque marquée par le mouvement hippie, la guerre du Vietnam et une société en pleine mutation. D'ailleurs, notre vidéo sur Massacre à la tronçonneuse décrit bien plus en détail cette époque, n'hésitez pas à aller la voir.
Mais malheureusement, au milieu de toute cette période de transition, une série de crimes va semer la terreur dans toute la région de la baie de San Francisco. L'homme qu'on appelle aujourd'hui le tueur du Zodiac va marquer l'histoire criminelle américaine de façon indélébile. Et pourquoi cette histoire est incroyable, vous pensez? Parce que c'est pas juste un tueur en série classique, c'est quelqu'un qui va littéralement jouer avec la police, les médias et la population en laissant des énigmes derrière lui, comme si pour lui c'était un jeu de se faire poursuivre sans jamais se faire attraper. Bref, tout commence le 20 décembre 1968. C'est une nuit assez froide et paisible dans la petite ville de Vallejo, à quelques dizaines de kilomètres de San Francisco. Betty Lou Jensen et David Faraday, deux adolescents, profitent de leur première sortie ensemble en amoureux. Ils s'arrêtent sur une route isolée, un lieu souvent fréquenté par les jeunes couples parce que c'est un endroit tranquille et un peu romantique. Les deux pensent avoir la soirée pour eux, loin de tout, mais soudain une voiture s'approche et se gare derrière eux. À ce moment-là, ils n'ont aucune idée que cette nuit va être la dernière de leur vie. Un homme sort de la voiture et s'approche du couple et, sans prévenir, tire plusieurs coups de feu à bout portant. David décède sur le coup d'une balle dans la tête. Betty Lou tente de fuir, mais elle est également abattue de 5 balles dans le dos. Puis l'homme repart aussi vite qu'il est venu, laissant derrière lui 2 corps sans vie et une scène de crime sans indice clair. Et si vous pensez que ce double meurtre est choquant, vous n'êtes pas prêt pour la suite. 6 mois plus tard, le 4 juillet 1969, un autre couple est attaqué. Michael Majo et Darlene Ferrin sont assis dans leur voiture, eux aussi sur une route isolée. Encore une fois, une voiture s'approche d'eux, le conducteur en sort, s'approche et ouvre immédiatement le feu à travers les vitres. Darlene est tuée sur le coup, mais Michael, contre toute attente, survit bien qu'il soit gravement blessé. Il est hospitalisé et parvient à donner une brève description de l'attaquant. Tout ce qu'on sait pour le moment sur ce type, c'est que c'est un homme blanc dans la trentaine et plutôt corpulent. Et c'est là que les choses deviennent encore plus étranges et intéressantes si on peut dire ça. Parce que juste après l'attaque, un homme appelle la police. Et là, le gars se présente sans pression comme étant l'auteur du meurtre, admet avoir tué Betty Lou et David quelques mois plus tôt et donne des détails précis sur les crimes. Mais il ne s'arrête pas là. Quelques semaines plus tard, il envoie une lettre aux journaux locaux. Dans cette lettre, il revendique les meurtres et joint un cryptogramme, donc un message codé qu'il défie le public de déchiffrer. C'est à ce moment-là que le monde commence à comprendre que ce tueur joue à un jeu tordu. C'est clairement la première fois que ce type de profil émerge et ça va vraiment marquer les esprits. Le tueur se nomme lui-même Zodiac. Alors pourquoi ce nom? Personne ne le sait vraiment encore aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'il adore manipuler les médias et la police. Il envoie régulièrement des lettres, toujours dans un style provocateur, et se moque des autorités qui n'arrivent pas à l'attraper. Le tueur est tellement dans un jeu qu'il promet même d'autres meurtres s'il n'imprime pas ses messages en première page des journaux. Et d'ailleurs, tout est écrit avec des détails tellement précis que personne ne doute qu'il soit bien l'auteur des crimes. Et l'un de ses signes distinctifs, c'est un symbole étrange que vous avez peut-être déjà vu et qui deviendra giga connu, un cercle traversé par une croix, un peu comme une cible. Mais malheureusement, Zodiac ne se contente pas d'envoyer des lettres. Parce que le 27 septembre 1969, il passe à l'acte à nouveau, cette fois dans une ambiance presque surréaliste. Brian Hertnell et Cecilia Shepard sont en pique-nique près d'un lac au nord de San Francisco. Ils profitent comme les premières victimes du calme, de la nature, du soleil, et clairement rien ne laisse présager l'horreur à venir. Soudain, un homme masqué s'approche d'eux. Il porte une sorte de cagoule noire avec le symbole du Zodiac, cousu dessus et est armé d'un pistolet et d'un couteau. De suite, il attache Brian et Cecilia avant de les poignarder sauvagement à plusieurs reprises. Ouais, c'est horrible. Brian survit miraculeusement à l'attaque, mais Cecilia succombe à ses blessures quelques jours plus tard, c'est vraiment affreux. Et le tueur, lui, il s'enfuit comme à chaque fois sans laisser de traces claires. Et quelques heures plus tard, rebelote, Zodiac appelle la police pour revendiquer l'attaque. Il décrit avec précision le crime, comme s'il voulait s'assurer que tout le monde sache que c'est bien lui qui a frappé. La police n'a absolument aucun élément, c'est vraiment une première pour eux, et l'enquête est vraiment au point mort. Et pour réveiller la passion une dernière fois, le 11 octobre 1969, il tue à nouveau, cette fois en plein centre-ville de San Francisco. Paul Stein, un chauffeur de taxi, est abattu d'une balle dans la tête par un passager de sa voiture. Mais cette fois, c'est différent. La scène se déroule dans un quartier résidentiel, sous les yeux de plusieurs témoins. Et ces derniers voient un homme descendre du taxi sans aucune pression, essuyer les empreintes et s'éloigner calmement. Pourtant, malgré les nombreux indices, la police le rate encore une fois de très peu à cause d'une fausse piste. Et tenez-vous bien, on ne l'a jamais attrapé. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Zodiac n'est pas juste un tueur. C'est un manipulateur devenu génie dans sa discipline macabre. Il se joue de la presse, envoie des lettres où il menace de tuer des écoliers
et inclut des indices, des messages codés que personne n'arrive à décrypter complètement. C'est à un tel point qu'il devient une légende urbaine vivante, une figure presque invincible que la police ne parvient jamais à coincer. Son dernier crime officiel date de 1969 avec le taxi, mais il continuera à envoyer des lettres jusqu'en 1974 avant de finalement disparaître sans laisser de traces. Plusieurs théories émergent au fil des années. Certains pensent qu'il est mort ou qu'il a tout simplement arrêté de tuer, mais d'autres pensent qu'il a continué, mais de façon plus discrète. Et malgré les efforts acharnés des enquêteurs, Zodiac n'a jamais été identifié, et ça fait froid dans le dos. Mais c'est pas fini, en 2020, des passionnés de cryptographie auraient apparemment réussi à déchiffrer l'un des messages codés du Zodiac 51 ans après son envoi. Malheureusement, même avec cette découverte, l'identité du tueur reste un mystère absolu. Son visage, ses motivations, ses secrets restent dans l'ombre, et même aujourd'hui, personne ne sait qui se cache derrière ce surnom. Bon, clairement, installez-vous parce que cette histoire est vraiment d'un autre level. On vous prévient, elle est giga morbide et franchement dégueulasse. Et cette histoire, c'est celle de Shawnee Bean. Je sais pas si ça se dit Shawnee ou Shawnee, donc on va dire Shawnee la commu. Bref, on est en Écosse, quelque part entre le 14e et le 15e siècle, et la région est loin d'être aussi paisible que ce qu'on pourrait imaginer. Et il faut bien comprendre que c'est une époque rude. Les villages sont souvent isolés, les routes peu sûres et la nature environnante encore très sauvage. Et c'est dans ce contexte qu'un homme nommé Alexander Bean, que tout le monde appellera plus tard Shawnee Bean, va marquer l'histoire de la pire des façons. Alors pour commencer, Shawnee Bean n'a pas exactement grandi dans un environnement propice à devenir un citoyen modèle. Il est né dans une famille pauvre et peu aimante et se rebelle très vite contre le mode de vie traditionnel. Lui, il refuse de se plier aux règles, de devenir apprenti ou fermier comme tout le monde, et un jour, il en a marre. Il quitte littéralement tout ce qu'il a toujours connu, fuit son village et prend la route avec une femme ayant une pire réputation que lui, faut le faire quand même. Et c'est Agnès Douglas, une fille accusée de sorcellerie dans son village d'origine. Voilà, ça commence bien. Bref, fidèle à son image, le couple s'installe dans une grotte près de la côte d'Ayrshire en Écosse. C'est une région reculée, rocailleuse, où peu de gens s'aventurent, et ça se comprend. Et leur grotte est particulièrement isolée, en plus elle est inondée à marée haute, c'est un enfer, mais elle est suffisamment profonde pour être un refuge sûr. Et c'est là que Shawnee et Agnès commencent à construire une famille. Mais une famille pas comme les autres, vous vous en doutez bien. Au fil des années, ils ont des enfants, puis des petits-enfants, sauf que cette famille grandit dans l'horreur la plus totale. En fait, la tribu des Bean, comme on appellera, ne se contente pas de vivre en autarcie en faisant pousser des petits légumes du jardin bio. Non, elle a trouvé un autre moyen pour survivre, le cannibalisme. Le mode opératoire est simple mais très effrayant. Shawnee et sa famille tentent des embuscades aux voyageurs isolés, ceux qui osent s'aventurer sur les routes désertes près de leur grotte. Ils attaquent en pleine nuit, surgissent de nulle part comme des prédateurs. Ils sont clairement entraînés, et les victimes n'ont aucune chance. Ces dernières sont dépouillées, tuées, puis ramenées dans la grotte. Et là, c'est le festin. Les corps sont découpés, démembrés, et la famille Bean se nourrit de la chair humaine. Ils ne laissent rien perdre. Ils conservent même certains morceaux pour les jours où les victimes se font plus rares. C'est absolument terrible à imaginer, mais pendant des décennies, Shawnee et sa famille vont vivre ainsi dans l'ombre, sans jamais être inquiétés par la justice. Et en fait, il faut bien se rendre compte que cette famille n'a pas juste survécu comme ça quelques années. Non, on parle là d'une trentaine d'années d'horreur complètement silencieuse. Et on dit qu'ils étaient quand même plus de 40 à la fin. Enfants, petits-enfants, tous nés de relations incestueuses et éduqués dans la violence et le cannibalisme. C'est une véritable communauté sauvage, coupée du monde qui vit uniquement en pillant et en tuant. Pendant ce temps, les disparitions se multiplient dans la région. Les voyageurs, les marchands, les pèlerins, tous disparaissent mystérieusement sans laisser de traces. Et au bout d'un moment, les gens commencent à s'inquiéter, à se poser des questions. Mais personne n'imagine que le danger puisse venir d'une famille cachée dans une grotte. Et le tournant arrive lorsqu'un couple de voyageurs tombe sur la route des Bean. Ces derniers leur tendent une embuscade et les attaquent comme d'habitude. Mais cette fois, l'homme se défend avec férocité. Il parvient à repousser la famille juste assez longtemps pour qu'un groupe de passants arrive à leur secours. C'est la première fois que la famille Bean échoue dans une embuscade et cette fois les autorités locales ne laissent pas passer la piste. Le rescapé alerte les autorités et l'histoire de cette attaque sauvage remonte jusqu'au roi d'Écosse lui-même. Il envoie alors une armée de plusieurs centaines d'hommes pour enquêter et trouver les coupables. Les soldats fouillent la région de fond en comble, interrogent les villageois et finalement ils tombent sur l'entrée de la fameuse grotte. Mais ce qu'ils y découvrent dépasse l'entendement.
L'odeur de putréfaction est insoutenable, des ossements humains jonchent le sol, des morceaux de corps sont suspendus pour être séchés, et il y a des restes un peu partout. Bref, c'est horrible. Toute la famille Bean est capturée sur place, hommes, femmes et enfants, et le roi décide de ne même pas leur accorder de procès. Les hommes de la famille, y compris Shawnee, sont exécutés de manière brutale, on leur coupe les mains et les pieds avant de les laisser se vider de leur sang. Et les femmes et les enfants, eux, c'est vraiment pas mieux. Ils sont tout simplement brûlés vifs, sans aucune distinction d'âge. Faut comprendre que la société de l'époque n'a aucune indulgence pour ce genre de crime, surtout à une échelle aussi inimaginable. Bref, l'histoire de Shawnee Bean a marqué les esprits au point de devenir une sorte de légende macabre transmise de génération en génération. Aujourd'hui encore, on ne sait pas vraiment où s'arrête la réalité et où commence le mythe. Certains disent que cette histoire a été un peu exagérée pour effrayer les voyageurs et garder les gens loin des zones dangereuses. Mais une chose est sûre, la légende de Shawnee Bean, ce cannibale et chef d'une tribu sauvage, reste gravée dans la mémoire des gens. Parce qu'il s'agit d'un exemple terrifiant de ce que l'humain est capable de faire dans les recoins les plus sombres de son humanité. Alors la commu, qu'est-ce que vous avez pensé de ces 3 histoires de tueurs en série? Déjà, première question, est-ce que vous connaissiez déjà ces affaires ou est-ce que c'était une découverte pour vous? Est-ce que vous avez vu la saison 2 de Monstres qui parle donc des 2 premiers tueurs en série de la première histoire? On est super curieux d'avoir vos avis en commentaire, donc foncez nous dire ce que vous en pensez. Nous, perso, on trouve le sujet des tueurs en série hyper fascinant, si on peut dire ça. C'est incroyable de voir les schémas et à quel point certains d'entre eux arrivent à manipuler le monde qui les entoure. Vous l'avez vu, cet épisode est un petit peu différent des autres, mais si vous avez kiffé et que vous voulez qu'on en fasse d'autres dans le même genre, lâchez votre meilleur pouce bleu et abonnez-vous pour nous soutenir et ne rien louper. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être sûr d'être prévenu des nouvelles sorties, surtout si vous êtes nouveau par ici. Nous en tout cas, on bosse à fond, et en parlant de ça, on a aussi lancé un nouveau podcast, le lien en description, où on parle de sujets autour du crime, de l'horreur et du mystère, le tout dans une ambiance un peu plus posée. Ça pourrait vous plaire vraiment, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Bref, on vous affiche tous nos réseaux juste ici, c'était Joe et Kratos derrière la caméra, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! La présence ou non d'un personnage peut vraiment influencer tout, et du coup t'es en mode putain, mais du coup est-ce que je recommencerai pas, mec? Et un truc, merci, Badger, merci, parce que je déteste ça que je ressens. Tu peux enfin, putain, de sauvegarder où tu veux. C'est tellement important ça. Bref, c'était. Ça tient en blooper, ça je le sens. Joe est parti faire pipi, j'imagine, même s'il nous l'avouera jamais. Wesh. T'es bien ton pipi? Très bien. J'étais sûr que c'était un pipi. C'était un jeu. Je m'en vais, sneaky, comme ça je le dis pas, mais en fait je vais faire pipi. Oui, c'était pas l'objectif principal, ouais, celle-là on la connaît. Celle-là on la connaît très bien, celle-là. Un homme sort de la voiture et s'approche du couple, et sans prévenir, tire plusieurs coups de fou. Faut comprendre que la société de cette époque n'a aucune indulgence pour ce genre de crime, surtout à une échelle aussi inimaginable. Bam, bam. Thread 2, tueur en série d'ailleurs, je l'ai pas dit. C'est une nuit assez froide et paisible dans la petite ville de Vallejo, San Francisco. Bref, on vous l'affiche. Bref, on vous affiche tous nos réseaux juste ici. C'était Kratos et Joe derrière la caméra. Bah non, pas du tout.